les politiques qui ont été menées de sécurité des frontières ont eu des résultats très mitigés. Je donnerai quelques exemples. Calais, par exemple, Calais, 6000 personnes aujourd'hui sont à Calais. Pourquoi? Parce que l'ensemble des pays de l'Union européenne est signataire de la Convention de Genève sur l'asile, un système européen solidaire en principe qui s'appelle Dublin. Quand on a été accueilli et reconnu comme réfugié dans un pays européen, on est réfugié pour tous les autres pays européens. Si on est refusé pour tous les autres pays européens. Mais l'Angleterre, comme l'Irlande, ne fait pas partie de Schengen. Donc elle veut contrôler elle-même ses frontières. Donc les gens qui viennent à pied, souvent d'Afghanistan, qui viennent de Syrie, d'Irak, de la Corne de l'Afrique, se massent à Calais puisqu'ils ne peuvent plus aller plus loin, alors que les passeurs leur ont vendu le Royaume-Uni et se retrouvent là, bloqués, dans une sorte de, disons, de partie de bras de fer avec le Royaume-Uni qui ne veut pas faire entrer ces gens puisqu'ils considèrent qu'ils doivent demander l'asile chez nous. Donc c'est un exemple parmi d'autres de ces entorses, ces difficultés de mettre en œuvre des politiques migratoires. On a aussi, j'en ai parlé un petit peu, Ceuta et Melilla, qui est une sorte de... Il y a des tas de gens qui campent dans la forêt autour pour essayer de traverser le mur, et de temps en temps, il y a des sortes d'assauts collectif de ce fameux mur de Ceuta qui a été construit en 1999. On a également d'autres murs, bien sûr, dans le monde, hein, peut-être moins connus. Enfin, on a bien sûr la frontière cisjordanienne et quelques autres endroits. Mais il y a aussi la multiplication dans le monde d'espaces de libre circulation. Notamment, beaucoup de pays du Sud ont essayé de favoriser cette migration sud-sud, notamment pour avoir de la main-d'œuvre. Donc on a des espaces migratoires régionaux, par exemple la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui ne fonctionne pas très bien, mais qui essaye de favoriser la libre circulation entre 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. On a l'ASEAN pour les pays asiatiques qui favorise sans visa la liberté de circulation également entre les pays d'émigration, les pays d'immigration. La Russie qui a supprimé les visas pour ses anciens partenaires de la CEI. Également, on a un système de libre circulation entre l'Afrique du Sud et ses voisins pour des raisons aussi de main-d'œuvre. On a l'UNASUR à l'intérieur de l'Amérique latine où on peut circuler sans visa. Donc il y a une montée, disons, de la remise en cause des visas comme forme de gestion de la migration dans un certain nombre d'espaces migratoires régionaux. Par ailleurs, on a une tentative de gouvernance mondiale des migrations en disant finalement c'est le Far West, c'est les grands pays d'immigration du monde qui donnent les règles finalement et les pays du Sud ou autres n'ont qu'à s'aligner sur les règles des politiques migratoires de ces pays avec beaucoup de morts, beaucoup de sans-papiers, beaucoup de trafic, etc., beaucoup d'effets pervers. Et donc il faut qu'on se mette autour de la table dans une manière de multilatéralisme à l'initiative de Kofi Annan qui était très favorable à cette méthode. Et donc ce système a été mis en place comme forme de forum, de dialogue depuis 2003. Donc chaque année on a un forum mondial migration et développement qui essaye de dire la migration est un bien public mondial. Donc c'est une source de ce que dit d'ailleurs le rapport du Programme des Nations Unies pour le développement 2009. La migration est un facteur de développement humain et essayons de faire en sorte que la migration soit positive, gagnante pour le migrant, pour le pays de départ et pour le pays d'accueil. Si on bloque la migration, on perd beaucoup, non seulement économiquement, mais aussi dans tous les échanges qui peuvent exister entre les pays de départ et d'accueil. Donc, essayons d'accompagner la mobilité plutôt que de l'interdire. C'est ça la démarche. Et considérons que la migration est un bien public mondial. C'est un bien qui ne nuit à personne et qui est positif dans tous les sens. Donc, ça, c'est une démarche qui se poursuit chaque année. Il y a eu 2 dialogues de haut niveau donc, qui ont réuni l'ensemble des participants à New York en 2006 et 2013. Et puis chaque année, on a une rencontre mondiale entre pas seulement les pays de départ et les pays d'accueil, mais tous les acteurs de la politique migratoire, les employeurs, les syndicats, les églises, les associations de migrants, les associations de défense des droits de l'homme, etc., pour faire en sorte que les choses fonctionnent mieux
à l'échelle mondiale que le chaos dans lequel on est quant à la gestion des migrations. Il ne faut pas oublier que seuls les réfugiés ont un système international avec le statut de la Convention de Genève. Pour la migration, il n'y a aucun statut international, il y a juste une convention de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et leurs familles, qui a été établie par l'ONU, proposée à la signature, qui a été ratifiée en 2003 quand il y a eu 20 signataires. Pour l'instant, il y a 48 signataires, tous du Sud. Aucun pays du Nord n'a voulu signer la convention parce qu'elle reconnaît un minimum de droits qui existe déjà dans le monde pour les sans-papiers, donc ils ne veulent pas se sentir liés par cette convention. Donc il y a encore des tas de gens qui n'ont pas de statut dans le monde, j'en ai cité quelques-uns, je parle des 40 millions de déplacés environnementaux, aucun statut pour l'instant pour les déplacés environnementaux, 12 millions d'apatrides dans le monde, sans doute une cinquantaine de millions de sans-papiers, dont environ 5 millions en Europe, 11 millions aux États-Unis, etc., beaucoup dans les pays du Sud, notamment des pays du Sud qui ne donnent pas le statut de réfugiés parce qu'ils ne sont pas signataires de la Convention de Genève. Il y a encore 50 pays qui n'ont pas signé la Convention de Genève. Donc il y a encore beaucoup de désordre international. Et si on veut que la question migratoire devienne un sujet dont on parle au G8, au G20, c'est la première fois qu'on a parlé des migrations à Ankara au G20 en 2015 à cause de la crise syrienne. Auparavant, c'était un sujet considéré comme pas encore d'importance suffisante pour qu'on en traite à l'échelon international. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire pour qu'on prenne au sérieux cette question et que ça devienne un sujet de relations internationales comme un autre, et qu'on essaye de trouver un statut pour tous ceux qui bougent, parce que dans le monde dans lequel on est, ceux qui sont mobiles ont beaucoup moins de droits que ceux qui sont sédentaires.